Bonjour à tous, bienvenue sur notre troisième live sur la chaîne YouTube FFB Formation. Tout d'abord, on tenait à s'excuser pour les petits problèmes techniques que l'on a rencontrés mercredi avec Hervé en fin d'intervention. On va prier pour que la technique soit avec nous durant ce temps-là. Sur ce troisième temps, on a choisi de faire intervenir Jérôme Fournier. Donc Jérôme est entraîneur national à la Fédération française, plus particulièrement coach des U20 filles depuis maintenant 6 ans. Voilà, donc on lui a demandé de traiter la thématique de la construction de son collectif défensif. Donc voilà. Bonjour Jérôme. Bonjour Pierre-Olivier. Comment s'occupe un entraîneur national dans cette période de confinement avec toutes les incertitudes qu'on connaît? Déjà, il essaye de se soigner puisque j'ai eu le malheur de côtoyer de près la fameuse boule à klaxon, là, ce Covid-19. Donc pendant 15 jours, il a fallu que je me soigne. Bon, maintenant, ça va mieux. Après passer dans la machine à laver et ayant retrouvé un peu d'énergie, j'essaye de continuer à me former parce que quand on est comme ça en stand-by, c'est une opportunité et un privilège de continuer de se former en regardant des vidéos, en lisant beaucoup et en lisant de tout aussi parce qu'il faut alimenter sa curiosité. Donc voilà. Donc c'est vraiment une nécessité de se former. Merci beaucoup en tout cas de partager avec nous cette petite heure sur ton process et tes méthodes liées à ton collectif défensif. On fait la même chose qu'avec Hervé. N'hésitez pas à poser vos questions sur le live. Je me ferai le relais auprès de Jérôme. Jérôme, nous sommes tout oui. Très bien. Dans un premier temps, je vais te remercier quand même, POC, de cette invitation parce que c'est toujours un privilège et une opportunité d'échanger, quelle que soit la forme d'ailleurs, autour de notions qui intéressent le basketball et de partager une passion. Bon, ensuite, j'aimerais également associer au message que je souhaite faire passer, évidemment, la direction technique, parce que je vais me faire un peu l'écho dans mon propos des programmes d'entraînement et de la direction technique nationale. Associer également mes collègues entraîneurs nationaux du secteur féminin et plus particulièrement également le staff de l'équipe nationale des moins de 20 avec lequel je travaille et que je salue parce que je sais qu'ils suivent cette intervention de près. Mais toutes ces personnes en fait participent d'une réflexion et ce que je vais raconter comme message est un message construit en co-collaboration avec toutes ces personnes. Donc, je ne voudrais pas m'approprier quelque chose qui n'est pas exclusivement à moi. Pierre-Olivier m'a demandé d'intervenir sur la construction d'un collectif défensif. Bon, je trouvais la thématique intéressante à plusieurs égards et ça me permet de vous présenter un peu le plan que je souhaite utiliser par rapport à ça. Alors évidemment, voilà. Donc dans ce plan, je souhaiterais évoquer un certain nombre de points. Bon, à commencer déjà par des choses qui vont faire l'introduction de mon propos, c'est-à-dire évoquer avec vous la tradition française qu'incarne en fait l'esprit défensif. Donc vraiment au sens large. Des valeurs qui correspondent évidemment à cette tradition et une identité de jeu. Donc ces trois piliers en fait organisent en fait la conception du collectif défensif dont je souhaite vous parler. Ensuite, dans un deuxième temps, j'aimerais évoquer avec vous la méthodologie ou plutôt le process parce qu'en fait cette organisation et cette conception défensive, elle s'inscrit dans quelque chose de beaucoup plus large et on s'appuie en fait sur une logique un peu plus, on va dire, cartésienne. Il y a quelque chose d'assez rigoureux et d'assez précis dans ce que je souhaite vous présenter. Le troisième point va intéresser les intentions et les attitudes qui organisent évidemment cette conception défensive d'un projet défensif. Et vous parler enfin pour finir donc de l'objectif autour du contrôle du rebond et des règles fondamentales qui sont au nombre de 3, à savoir donc contrôler les 1 contre 1 collectivement. Donc cette idée, elle est très très importante et elle intéresse précisément en fait la défense à hauteur, dont je parlerai un peu, limiter les retards défensifs et avoir la volonté de communiquer tout le temps. Donc je m'arrêterai un peu sur cette notion de communication qui est un peu une tarte à la crème et donc il faut qu'on se mette d'accord sur les éléments qui intéressent la communication.
Donc je vais commencer mon propos là par évoquer avec vous cette idée de défense comme intéressant en fait notre histoire. Mais avant ça, on peut envisager la définition littéraire et littérale en fait de la notion défensive. Défendre, c'est protéger, interdire contre une attaque en se battant. En fait, c'est ça la définition littérale de la défense, ou en tous les cas de défendre. Donc, il s'agit de perturber, de contrarier, de dissuader, de gêner, d'inhiber. En fait, plus que d'interdire, parce que dans le projet défensif dont je vais vous parler, il y a vraiment cette idée en fait de modifier des comportements adverses, de faire sortir l'adversaire de son espace de maîtrise et de le faire quitter de sa zone de confort. Alors, quand on parle d'histoire, en fait, on sait bien que notre histoire, l'histoire de France, elle est comme ça, un petit peu jalonnée d'événements dans lesquels nous avons plutôt défendu un territoire, défendu des valeurs, défendu des opinions. Et en fait, ça se retrouve aussi dans la manière dont nos équipes de France, notamment dans les sports collectifs, mais pas que, s'organisent. On a vraiment une mentalité française autour de la défense. Et donc, on le retrouve précisément au niveau des équipes nationales collectives et particulièrement des équipes nationales de basketball. Moi, j'ai en tête des grands épisodes dans l'histoire de notre basket où effectivement nous avons pu obtenir des titres grâce à la défense. Et si on s'intéresse au basket féminin, lorsque l'équipe de France d'Alain Jardel est championne d'Europe, il y a quelques années de cela, j'ai des images très très fortes en fait de velléité défensive, de comportement défensif, avec les 12 filles en or que je salue là si elles suivent un petit peu évidemment cette intervention, mais on voit déjà que la défense est quelque chose qui depuis toujours en fait est dans notre ADN et participe du logiciel des équipes nationales et en particulier des équipes de France de jeunes. Donc ça c'est quelque chose qu'on retrouve et chez les garçons et chez les filles. Quand je vois toutes nos équipes de France de jeunes qui arrivent à performer les étés, bon, c'est principalement parce que défensivement, il y a des organisations qui sont en place, il y a des comportements individuels qui incarnent précisément des valeurs défensives, des valeurs dont je vais vous parler tout à l'heure. Il y a évidemment les caractéristiques de nos joueuses et de nos joueurs qui nous amènent aujourd'hui à véritablement être un petit peu plus orienté sur un versant défensif que sur un versant offensif. On a quand même une forme d'athléticité très développée qui nous amène et qui nous confère des vertus défensives. Donc c'est la raison aussi pour laquelle, s'appuyant sur les caractéristiques de nos joueurs et de nos joueuses, on a des équipes nationales qui organisent un collectif défensif très très important et en tous les cas le plus précis possible. Et puis enfin, il y a une philosophie entre guillemets, parce que je n'aime pas forcément ce terme-là, mais en tous les cas une conviction intime que la défense est un élément fondateur dans un esprit collectif lorsqu'on veut construire une équipe collective, parce qu'il y a dans l'esprit défensif des valeurs vertueuses de collaboration, de solidarité, des valeurs qui amènent les gens en fait à communiquer bien plus que sur les aspects offensifs. Et à travers en fait la défense, j'ai moi le sentiment, en tous les cas l'intime conviction, qu'on touche du doigt en fait l'esprit d'équipe bien plus que lorsqu'on s'intéresse à l'animation offensive. C'est la raison pour laquelle je pense aujourd'hui avoir une sensibilité très forte autour des aspects défensifs. Donc, je souhaiterais maintenant parler avec vous des valeurs. Donc, je les évoque très largement. Je ne vais pas les évoquer les unes après les autres. Je vous laisse la slide dans son ensemble. Bon, ces valeurs, elles sont importantes parce que elles participent en fait de l'organisation avec laquelle, en équipe nationale, notamment des moins de 20, nous avons organisé le projet défensif.
Alors le projet dans son ensemble, mais plus particulièrement le projet défensif. C'est un outil que nous avons utilisé l'été dernier avec l'équipe nationale, un outil vraiment opérationnel puisqu'il nous a permis véritablement d'accompagner l'équipe autour de ses valeurs. Et dans ces valeurs, donc il y en a au nombre de 14, il y a un grand nombre de valeurs en fait qui intéressent évidemment des éléments défensifs. Bon, dans ces valeurs, on retrouve des choses qui paraissent évidentes pour tout un chacun, pour tous les entraîneurs que nous sommes. Mais encore une fois, les évidences, elles sont bonnes à rappeler. La première valeur, c'est une valeur qui intéresse le respect, et notamment le respect de nos adversaires. Donc la connaissance des adversaires est quelque chose de très très importante dans la question des valeurs. Ça signifie que dans un projet autour de la défense, bon, il s'agit évidemment de connaître précisément ses adversaires, à la fois sur le plan collectif et sur le plan individuel. Il y a évidemment le respect de sa propre équipe et de son identité, donc ça aussi j'y reviendrai, donc la connaissance de soi. La deuxième valeur qui nous a animés dans la conception du projet défensif, c'est l'idée qu'à un moment donné, il n'y avait aucune excuse dans le travail qu'on devait réaliser. Très souvent, on sait très bien que la facilité, c'est de chercher des excuses lorsqu'à un moment donné, on est en difficulté ou on commet des erreurs. Donc, on a le droit de commettre des erreurs, mais on a surtout le droit de ne pas sombrer dans les excuses parce que nous possédons toutes les armes pour gagner. Et quand nous avons la connaissance de ces armes-là, l'attitude que nous devons avoir, c'est de ne pas tomber dans le piège des excuses. Le troisième point qui nous a intéressés, c'est l'idée d'une grande défense. Et cette idée d'une grande défense signifie que tout le monde doit être impliqué dans cet esprit défensif. Donc tout le monde doit faire le sale boulot. Je reviendrai plus tard un peu sur la question du leadership défensif. On a souvent tendance à entendre, à entendre des entraîneurs évoquer la question du leadership défensif chez certains de leurs joueuses ou de leurs joueurs. Moi, je pense que la défense, ou en tous les cas la grande défense, elle intéresse tout le monde et que le leadership défensif, il doit être incarné chez tout le monde. Donc, j'y reviendrai sur cette question du sale boulot et de l'investissement défensif chez absolument tout le monde. La cinquième valeur, elle intéresse l'intelligence. Alors, sur le plan défensif, cette intelligence, elle concerne des choses très précises. Bon, la connaissance évidemment du scouting report, ça revient un peu au respect de l'adversaire, c'est-à-dire qu'on connaît précisément les forces et les faiblesses individuelles et collectives de nos adversaires, nos points forts évidemment en relation avec ce scouting report, et l'idée qu'à un moment donné, on doit être vigilant sur les fautes. Et ça, c'est quelque chose de très précis, très important. C'est-à-dire, on doit précisément savoir où est-ce qu'on en est sur le plan individuel, sur le plan collectif, dans la gestion de nos fautes. Parce qu'aujourd'hui, cette dimension-là, très stratégique, en tous les cas, est très très importante dans l'organisation du projet défensif dont je vous parle et dont je vais vous parler encore. La valeur suivante, elle intéresse la confiance. Donc la confiance, évidemment, c'est la confiance que nous avons en chacun d'entre nous et notamment la confiance que nous avons pour nos partenaires. Donc ça, c'est une idée qui est fondamentale et qu'on retrouvera également dans la manière de communiquer avec les gens. Parce que cette idée de confiance, elle doit se traduire dans la manière dont on communique avec les gens, les feedbacks qu'on doit leur envoyer, les messages qu'on doit leur apporter. Une bonne défense est une défense dans laquelle l'ensemble de l'équipe doit véritablement avoir une confiance mutuelle. La valeur suivante intéresse la responsabilité collective et ça c'est également quelque chose de fondamental parce que cette responsabilité collective elle intéresse particulièrement notamment la gestion des temps forts et des temps faibles et on sait très bien qu'un match de basket est en fait la conjugaison de temps forts et de temps faibles et il est fondamental que chacun s'inscrive dans une forme de responsabilité collective notamment dans les temps faibles parce qu'une défense cohérente
Une défense qui, à un moment donné, a une forme d'intelligence, est une défense qui, pendant les temps faibles, continue de rester dans une forme de process et continue de communiquer intelligemment. Et pour ça, il faut que chacun prenne sa part de responsabilité. Donc, ce sont des choses qui sont importantes, cette idée de responsabilité collective dans les temps faibles. Autre point, c'est la question de la bienveillance. Alors, dans un projet défensif, c'est quoi la bienveillance? La bienveillance, c'est de protéger sans cesse le dos de nos partenaires. Ça rejoint un petit peu ce que je vais évoquer là concernant la défense à hauteur, où évidemment le fait de monter sur ligne de passe, de mettre une certaine forme de pression individuelle et collective sur l'adversaire, bon, nous amène à laisser beaucoup de liberté dans le dos des défenseurs. Et il faut que chacun soit en capacité de protéger le dos de ses partenaires les plus proches. Et donc, il y a vraiment cette idée de bienveillance autour d'une défense où chacun protégerait le dos de ses partenaires à proximité, mais également à distance. L'autre valeur qui nous anime, c'est la question de la flexibilité. Ça aussi, c'est très, très important, car une bonne défense, c'est une défense qui s'adapte, même si vous allez le voir tout à l'heure, cette adaptation, elle a dans la conception que moi je peux avoir d'une organisation défensive une place assez limitée quand même, dans la mesure où je pense qu'une grosse défense est une défense qui va imposer un certain nombre de choses et qui va laisser une petite place à l'adaptation, donc à cette flexibilité. Et cette adaptation, elle est liée quand même évidemment à l'adversaire et aux problèmes que l'adversaire va poser. Donc même si elle est minime, en fait, elle reste importante, cette petite part. C'est la raison pour laquelle il faut bien maîtriser le scouting report adverse pour, lorsqu'il va falloir s'adapter à cet adversaire, eh bien, on soit prêt. L'autre valeur qui nous anime, c'est une valeur qui intéresse la générosité, car nous devons absolument tous être connectés. Et donc, à un moment donné, la générosité, elle s'incarne dans les efforts que nous pourrons faire les uns après les autres. Le mètre supplémentaire pour revenir en défense, le mètre supplémentaire pour organiser une aide positionnelle ou une aide active. En tous les cas, il y aura toujours un effort plus à proposer pour qu'à un moment donné, notre défense elle prenne une dimension supplémentaire. Ça, c'est très difficile à faire comprendre aux nouvelles générations parce que ils ont l'impression, eux, qu'ils font les efforts nécessaires. Et en fait, on s'aperçoit que ces efforts nécessaires nécessitent une générosité importante et supplémentaire, notamment dans des choses simples, des placements, des déplacements, une activité des mains. Voilà, des choses très simples de prime abord, mais qui nécessitent un rappel à l'ordre régulier. L'autre valeur, c'est évidemment la question de l'agressivité. Nous jouons dur toutes les possessions. Et donc ça, c'est des choses que nous rappelons également sans cesse aux joueuses. On ne doit pas négliger une possession. Toutes les possessions doivent être jouées très dur, les unes après les autres. Autre valeur qui nous anime, c'est cette question d'enthousiasme, c'est faire comprendre à tout le monde que tout cela participe de quelque chose de plaisant, d'agréable, parce que la notion de plaisir, elle est fondamentale. Donc tout cela est fun, et tout ce que nous faisons, en fait, doit amener beaucoup de plaisir. Et enfin, bon, la dernière valeur qui participe de l'esprit d'équipe et qui intéresse le projet défensif, c'est cette question de fierté, car nous devons évidemment être les meilleurs de ce que nous sommes et représenter fièrement notre pays, et notamment à travers cette identité défensive. Voilà ce que je peux vous dire sur ces valeurs. Oui. Jérôme, j'ai une petite question autour de ces 15 valeurs. Les questions qui nous arrivent, elles sont principalement autour de comment tu structures son discours et comment tu le communiques à tes joueuses, ces 15 valeurs qui reflètent ton collectif défensif. Alors, bon, la première chose qu'il faut savoir, c'est que il y a un accompagnement qui est fait autour de ces valeurs, puisque au sein du staff, notamment de l'équipe nationale, donc il y a un préparateur mental, donc une personne qui s'appelle Virginie Niquez, pour ne pas la nommer, donc qui fait un travail remarquable à ce niveau-là, parce que son travail véritablement est d'accompagner
l'équipe autour de ces valeurs pour que ces valeurs puissent prendre sens. C'est-à-dire que moi, mon travail en tant que coach, c'est dans un premier temps de les présenter, ces valeurs, de leur donner une définition, de leur donner un caractère opérationnel. Je vais revenir sur cette dimension opérationnelle parce que sinon, ça reste simplement à l'état de mots vides. Et encore une fois, les mots vides, ça ne reste que de la littérature. Et il faut sortir de la littérature. Ce n'est pas de la littérature. Ils doivent prendre sens et ils prennent sens parce qu'on les définit ces mots et on leur donne un caractère opérationnel. Ensuite, il y a cet accompagnement de la préparatrice mentale qui régulièrement questionne et interroge les joueuses pour que effectivement les joueuses, à travers leur retour, expriment un certain nombre d'idées et qu'on puisse valider effectivement qu'elles ont compris individuellement et collectivement à quoi correspondaient ces valeurs, qu'elles ont compris individuellement et collectivement leur caractère opérationnel. Et puis ensuite, ça, c'est également évalué à travers la vidéo. C'est-à-dire que le scout vidéo participe également de cet accompagnement, puisque l'été dernier, le scout vidéo, John Dilley en particulier, avait pour mission régulièrement de faire des vidéos où il s'appuyait sur des actions concrètes de basket, puisque toutes ces valeurs en fait défensives appartiennent à des actions concrètes de basket. Et à travers des montages vidéo, le message était diffusé auprès des joueuses, justement, à nouveau, pour évaluer notre situation par rapport à ces valeurs. Est-ce qu'évidemment, on valide telle ou telle valeur? Est-ce qu'on y est? Est-ce qu'on est en retard? Qu'est-ce qui nous manque pour atteindre cette valeur opérationnelle? Donc voilà. Donc en fait, la démarche, elle est de passer de la littérature à quelque chose de très concret. Et ensuite, c'est d'accompagner ce concret à la fois avec la préparatrice mentale et à la fois avec le scout vidéo pour qu'il y ait des images très très fortes qui soient ancrées dans la tête des joueuses et que ces joueuses s'approprient complètement ces valeurs. Merci Jérôme. Il y avait une question aussi parce que très souvent, quand on parle de défense, on associe le mot envie. Est-ce que toi, pourquoi il n'apparaît pas dans tes valeurs? Est-ce que c'est un mot que tu n'utilises pas ou que tu n'as pas identifié comme étant une de tes valeurs fortes? Alors évidemment, on pourrait rajouter beaucoup de mots. Après, pour moi, le mot envie, on le retrouve à différents niveaux de ces valeurs. À commencer déjà par l'enthousiasme, parce que évidemment, le mot dont tu parles, envie, il a une résonance pour toi ou pour d'autres personnes, et ça je l'entends. Hein. Mais je pense que ce mot-là, en tous les cas, on peut le retrouver à travers d'autres mots-clés. Et encore une fois, je parle d'enthousiasme, je parle de générosité, on peut parler aussi d'agressivité. Voilà, dans ces trois mots, on retrouve l'envie dont tu parles. Alors évidemment, probablement que ce mot-là, il doit revenir dans la bouche du staff pendant la préparation. Nous, on a décidé de pas l'identifier comme étant un mot-clé parce qu'on le retrouve par ailleurs, mais je souscris au fait que ça fait partie évidemment de quelque chose de très très important dans un collectif défensif. Merci beaucoup. On va te laisser poursuivre sur l'identité et aborder le process juste après. Ok, très bien. Alors, donc concernant l'identité, on a souvent tendance à s'interroger évidemment sur la question de l'identité, et c'est assez surprenant de voir que nous, Français, nous sommes les premiers à nous interroger sur cette question identitaire. Je dis cela parce que à travers les différentes compétitions auxquelles j'ai pu assister, et en discutant avec les coachs étrangers, en fait, ce sont souvent eux qui nous révèlent un peu notre identité. Et lorsqu'on les interroge sur notre identité, que nous racontent tous ces coachs étrangers pour parler de l'identité du basket français en général? Bon, ils nous expliquent évidemment que nous sommes une nation très agressive sur le plan défensif. Ça, c'est le premier point. Donc, tout de suite, eux nous renvoient à cette idée que notre identité de jeu, elle est déjà basée sur la défense, qu'on nous, on s'interroge sur notre propre identité. Bon, il faut savoir que les coachs et les nations étrangères ont tout de suite clairement identifié que nous sommes véritablement une nation basée sur un registre défensif. Le deuxième repère que eux nous apportent, c'est évidemment l'idée qu'on traverse le terrain rapidement.
Donc c'est l'idée de la contre-attaque. Et enfin, le troisième point, rapporté par les coachs étrangers, c'est une omniprésence au rebond offensif. Voilà, ces trois éléments-là reviennent régulièrement dans la bouche des entraîneurs étrangers. Et c'est intéressant de les écouter parce que, en définitive, ils ont raison lorsqu'ils évoquent cette identité-là, et notamment sur la question de la défense, parce que ça fait partie d'un savoir-faire très très fort. Et nous sommes effectivement une nation basée en fait sur l'agressivité défensive. Donc ça fait précisément partie de cette identité qu'on doit revendiquer et en fait qu'on doit travailler. Alors lorsque je parle de rythme de jeu, c'est que on voit bien à travers cette identité que notre basket est quand même basé sur cette très grande agressivité, à la fois sur le tout-terrain mais également sur le demi-terrain. Donc j'y reviendrai sur cette question d'agressivité et sur la volonté derrière de traverser le terrain rapidement une fois le ballon gagné. Je parle de cela parce que à partir du moment où on s'accorde à dire que c'est notre identité, on doit dans un dispositif renforcer en fait cela, puisque si c'est notre point fort, alors il n'y a pas de question à se poser. Dans une organisation générale, on doit mettre cela en avant et ça doit à un moment donné alimenter le travail qu'on propose à nos équipes. Moi, c'est la raison pour laquelle je consacre beaucoup de temps au travail défensif. Parce que je considère, contrairement à beaucoup d'entraîneurs qui évoquent l'idée que c'est plus long de former une attaque, c'est plus long de construire une attaque, c'est plus long de former un attaquant, et tout cela est vrai, évidemment, mais je réponds à cet argument que c'est aussi plus facile de travailler, évidemment, notamment lorsqu'il s'agit de la question de la confiance, la question de l'identité, sur ses points forts. Et notre point fort, ça reste quand même de prime abord la défense. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on arrive, nous, à avoir une organisation défensive très performante qui s'appuie sur nos points forts individuels et évidemment à l'intérieur de cela, qu'on arrive à gommer un petit peu les éléments qui nous font défaut. Alors quels sont véritablement ces points forts? Bon, il y a évidemment le niveau d'agressivité. Aujourd'hui, les équipes nationales de jeunes sont vraiment basées sur un très haut niveau d'agressivité, lié encore à la qualité de nos joueuses et de nos joueurs. Donc agressivité qui nous amène évidemment à proposer une défense très très haute sur le tout-terrain autour du ballon. Donc ça, c'est la caractéristique première en fait de nos organisations défensives. Et en tous les cas, moi, l'idée que je peux me faire d'un collectif défensif, c'est un très haut niveau d'agressivité sur le ballon, sur le tout-terrain. Donc ça m'amène à dire que là, il y a une compétence qui est clairement identifiée, que souvent on associe à la meneuse de jeu, mais à tort, je pense, parce que dans notre équipe ou dans nos équipes, parfois, le meilleur défenseur sur le tout-terrain n'est pas le meneur de jeu. Donc, il s'agit d'identifier qui est le meilleur défenseur à cet endroit-là. Donc ça fait partie également des choses dont je reparlerai tout à l'heure sur l'organisation générale et le contrôle des 1 contre 1 sur le plan collectif. C'est identifier les mismatchs les plus intéressants, c'est-à-dire où se situent les compétences afin de défendre certains enchaînements en particulier. Défendre la remontée du ballon, c'est une compétence. Et donc, il faut identifier dans son équipe qui est capable de mieux défendre cette situation en particulier. Donc ce niveau d'agressivité fait partie de l'identité de jeu. L'agressivité également qui est liée à la manière dont on va poser des problèmes autour du ballon, donc sur les non-porteurs. Et donc là, on est sur la question de la défense à hauteur. J'y reviendrai un peu plus tard. Hein. Et enfin, c'est améliorer évidemment les choses dans lesquelles on est en difficulté aujourd'hui. Il y en a deux. Il y en a une que j'ai pas évoquée dans la slide. Bon, c'est évidemment la connaissance tactique sur le plan défensif. Donc là, on a véritablement un axe d'amélioration très très fort dans nos équipes de France de jeunes. Et je pense qu'on doit travailler ça, et ça doit faire partie dans la conception de notre travail de quelque chose de très très important, d'être plus performant dans cette connaissance-là. Donc là encore, je reviendrai sur la manière dont on peut aborder cette problématique pour l'améliorer, parce qu'aujourd'hui, sur le plan tactique, d'autres nations nous sont véritablement supérieures. Je parle de tactique défensive. Hein.
Et l'autre point qui est un axe d'amélioration fort, c'est la communication. C'est-à-dire une défense de qualité est une défense qui communique avec un niveau qualitatif très élevé. Et ça relève en fait de non pas de ce que moi je vais pouvoir communiquer en tant que joueuse, mais de ce que les autres vont comprendre. Et en fait, communiquer, c'est plutôt comment les autres comprennent ce qui est dit que ce qui est dit en fait. Et aujourd'hui, la communication dans les équipes s'arrête souvent et précisément à ce qui est dit. On se met d'accord sur un code commun de langage, considérant que ça suffit pour qu'à un moment donné, la communication, elle s'organise. Or, une qualité de communication dans une équipe, c'est précisément, évidemment, avoir un langage commun, mais surtout être sûr, évidemment, que le langage est compris par tout le monde au moment où les gens communiquent entre eux. Donc, c'est un travail important. Je reviendrai également sur ce sujet-là. Jérôme ? Oui. Une petite question, je m'excuse. En fait, il y a pas mal de questions qui arrivent sur le live et les commentaires, donc n'hésitez pas, j'essaie de m'en faire le relais régulièrement. On se rend bien compte que ton projet défensif est très élaboré. Et quel temps tu accordes à la mise en place de ce projet-là dans ton programme de sélection nationale? Est-ce que c'est une priorité? Alors, c'est une priorité pour les raisons que j'ai évoquées, parce que à la fois je pense que ça fait partie de notre identité. Donc moi, en tant que sélectionneur national, je ne pose pas la question de notre identité parce que je suis intimement convaincu que notre identité est vraiment basée sur la qualité de notre défense. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, ça concerne évidemment le fait que travaillant sur ce point fort, on développe un niveau de confiance supérieur. Parce qu'on renvoie les joueuses sur des choses qu'elles maîtrisent. Donc évidemment, très rapidement, vous avez, et au plan individuel, au plan collectif, un niveau de confiance en soi qui va très très vite augmenter et permettre justement à l'équipe de construire le collectif offensif qui viendra juste après. Mais ça reste une priorité parce que je commence à travailler avec cela. D'autre part, c'est une priorité aussi parce que ça permet évidemment de développer une organisation autour de la communication qu'on retrouve un peu moins en attaque. Et on sait très bien qu'une équipe qui performe est une équipe qui a une qualité de communication supérieure. Donc l'axe défensif permet évidemment de développer cette communication. Il permet, outre la communication, de développer un véritable esprit d'équipe à travers les valeurs. Donc je ne vais pas revenir dessus, mais en tous les cas, ce faisant, je ne peux pas faire l'économie en ce qui me concerne de ce travail sur la défense. Donc pour toutes ces raisons, c'est prioritaire. Combien de temps j'y consacre? Je serais tenté de dire qu'en définitive, j'y consacre quasiment tout le temps, puisque avec le staff, on a une répartition des tâches qui fait que ma part de responsabilité, ce que je ne délègue pas, ou je délègue en tous les cas en partie, c'est la défense. Puisqu'étant donné que c'est prioritaire pour moi, moi j'ai un regard presque exclusif en fait sur cette dimension-là, et je vais déléguer l'animation offensive à d'autres collègues qui vont pendant l'entraînement s'intéresser à cette dimension-là. Donc en définitive, c'est quelque chose qui est pour moi prégnant et fondamental dans le travail qui est réalisé. Donc je ne vais pas calibrer le travail défensif en disant je vais faire 50% de défense et 50% d'attaque. Le travail de staff fait que on peut, en fait, en se répartissant les tâches, consacrer tout son temps aux aspects défensifs. Et en tous les cas, moi, j'y consacre. Je parle d'exclusivité, j'exagère parce qu'évidemment, je vais quand même m'intéresser un peu à l'attaque. Mais j'ai un focus très très important, en tous les cas en ce qui me concerne, sur la défense. Et je délègue beaucoup. Parce que je fais énormément confiance, évidemment, à mon staff, les aspects offensifs. Merci. J'ai une autre question sur laquelle je vais te demander de répondre de manière assez succincte. Tu viens de répondre que tu accordes une énorme importance aux aspects défensifs. Ça doit forcément avoir une conséquence sur la façon dont tu joues en attaque, sur la capacité à jouer à un rythme déterminé ou pas. Alors, absolument. Bon, ça anticipe en fait le point suivant. Alors, est-ce que je l'aborde maintenant, puisque là, il s'agit de méthodologie. Tu peux enchaîner. Ouais, je vais enchaîner parce qu'en fait, cette question-là, elle intéresse véritablement le process et la méthodologie.
Et donc pour répondre immédiatement à la question, évidemment que à partir du moment où on considère que la défense est un point fort, et notamment la capacité à défendre sur le demi-terrain, parce qu'on sait très bien que défendre sur la traversée de terrain est quelque chose de très compliqué pour tout le monde, y compris pour les équipes nationales françaises, parce que c'est un jeu où à un moment donné on est dans le replacement, et malgré nos qualités, toutes les équipes soumises comme ça à cette défense de traversée de terrain, cette défense de replacement, est souvent mise à mal. Donc, il s'agit en fait, l'enjeu dans l'organisation du tempo, c'est de faire en sorte que l'équipe puisse le plus souvent possible défendre sur le demi-terrain. Et donc là, on est vraiment dans une logique de jeu qui doit nous amener à être sur le demi-terrain. Pour ça, évidemment, ça nécessite un certain nombre de choses. La première chose, évidemment, c'est de ne pas perdre le ballon. Parce que si vous perdez le ballon, vous renvoyez le jeu sur la traversée de terrain. Et donc, évidemment, vous mettez à mal votre propre identité qui est de défendre 5 contre 5 demi-terrain. Ça, c'est le premier point. Donc, ça veut dire qu'en attaque, il faut contrôler le ballon. Donc, le niveau de prise de risque, il est pondéré. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, ça nécessite évidemment, dans un process, de maîtriser également le timing avec lequel on va vouloir attaquer et mettre de l'agressivité. Donc, c'est la question de la sélection des tirs. On ne peut pas, à un moment donné, se dire, voilà, notre équipe est une équipe qui est très performante en 5-5 demi-terrain et ne pas s'intéresser à la question de la sélection des tirs. Parce que si un tir est pris sans que l'équipe comprenne le moment de ce tir-là, évidemment, vous désorganisez votre équipe au niveau du rebond offensif, vous désorganisez votre équipe au niveau de la reconquête du ballon, c'est-à-dire du repli défensif, et vous ne pouvez pas, in fine, retrouver votre équipe sur son point fort, qui est de défendre à 5 contre 5 sur le demi-terrain. Donc ça veut dire qu'il s'agit inévitablement, dans l'organisation offensive, de structurer un jeu qui doit permettre justement la sélection des tirs. Donc la vraie difficulté en fait dans ce que je raconte, c'est que ça va amener une animation offensive qui parfois est un peu en décalage peut-être avec la qualité des joueuses dont on dispose, parce que on pourra avoir dans son équipe des joueuses qui sont très performantes dans un jeu de transition, dans un haut niveau de prise de risque en attaque, mais lorsque vous avez ces joueuses-là, si elles rentrent exclusivement dans leur fonds de commerce, elles pourraient mettre à mal évidemment l'identité de jeu. Donc il s'agit pour ces joueuses-là de se discipliner un peu plus en direction de ce process et évidemment de leur laisser quand même une certaine liberté, mais qui doit être comprise par l'ensemble de l'équipe afin justement de pouvoir répondre à cette idée prégnante qui est il faut absolument que l'équipe puisse défendre à 5 contre 5 sur le demi-terrain. Donc ça nous amène évidemment à, comme je l'ai dit, sélectionner les tirs avec beaucoup de précision et à avoir un impact très fort au niveau du rebond offensif, mais également du rebond défensif. Toujours évidemment dans la méthodologie qui est utilisée, en plus de ce que je viens de dire, il y a deux choses qui sont importantes. Bon, il y a l'idée de s'imposer plutôt que de s'adapter. Et évidemment, dans ce que je viens de vous dire, vous imposez quelque chose. Donc, à partir du moment où vous prenez en main le contrôle du tempo, vous imposez à la fois le rythme, mais vous imposez évidemment un certain nombre de choses, c'est-à-dire vous pouvez imposer votre présence au rebond offensif, vous pouvez imposer votre 5 contre 5 défensif sur le demi-terrain parce que vous avez décidé de jouer sur un certain rythme. La vraie difficulté en définitive de cette affaire, c'est de convaincre l'ensemble de l'équipe d'un jeu dans lequel évidemment vous allez encore une fois inhiber un certain nombre d'initiatives et peut-être frustrer certaines joueuses ou certains joueurs parce que au nom de ce process, il faut évidemment parfois mettre le frein sur un certain niveau d'agressivité. Et c'est un jeu qui nécessite effectivement beaucoup de contrôle, à la fois sur le plan mental, mais également sur le plan du jeu, du registre de jeu.
Et ça, c'est quelque chose qui est pas toujours évident à faire comprendre aux joueuses. Ensuite, l'autre point qui est important dans cette méthodologie là, dans ce process et ses intentions, c'est de faire le nécessaire. Alors, qu'est-ce que ça veut dire faire le nécessaire? Ça veut dire que pour entrer en fait dans ce process, il y a des choses à faire. Ces choses-là, elles sont clairement identifiées et elles intéressent aussi bien l'attaque évidemment que la défense, parce qu'on a bien compris que pour pouvoir mettre en place cette organisation défensive qui est vraiment basée sur un jeu de 5 contre 5 sur le demi-terrain, il y a des choses très précises à faire en attaque pour évidemment pouvoir amener le tir qui intéresse véritablement l'animation offensive au moment de la possession. Donc ça veut dire qu'il y a un niveau de discipline qui est très très important, qui est pas toujours simple à comprendre, parce que parfois ça pourrait faire penser à une exigence qui ressemblerait, alors pour les plus anciens, au jeu proposé par Božidar Maljković à une certaine époque où évidemment il y avait un vrai contrôle sur les possessions, mais peut-être parce qu'il y avait aussi probablement cette idée de maîtriser le tempo et d'imposer une forme de rythme à l'adversaire. On est un peu dans cette idée-là, même si, et là tout de suite je vais tordre le cou à ce que je viens de dire, hein, ça n'enlève pas dans ce jeu le fait de vouloir traverser le terrain rapidement et mettre de la contre-attaque. Hein. Néanmoins, dans le tempo dont je parle, derrière le jeu de traverser de terrain et la prise de risque, parce que ça fait aussi partie de l'identité de notre basket, il y a véritablement la volonté de contrôler le ballon sur le demi-terrain, de limiter autant que faire se peut cette idée de transition offensive. Voilà, ce moment entre la traversée de terrain et le demi-terrain, c'est le réduire à sa plus simple expression, ou en tous les cas des moments qui sont compris par tout le monde, et des moments où le rebond offensif peut être organisé. Je sais par exemple en tant que coach que je n'accepte pas les situations où on traverse le terrain et une joueuse prend une initiative dans le tir très vite, alors que le rebond offensif n'est pas du tout organisé. Même si cette joueuse est la joueuse la plus à droite de l'équipe, c'est un mauvais tir. Voilà, c'est un mauvais tir. Alors évidemment, si elle le met, ça devient un bon tir, mais c'est un mauvais tir parce que il faut absolument la présence du rebond offensif pour mettre de l'impact au rebond et ensuite pouvoir contrôler le jeu de traversée de terrain de l'adversaire. Donc il y a vraiment cette idée de faire le nécessaire, donc de bien comprendre le rythme dans lequel on doit s'inscrire, de faire précisément ce qu'on a à faire par rapport à ces rythmes-là, et de faire le nécessaire pour évidemment bien sélectionner ces tirs. Et la sélection des tirs fait partie évidemment d'un enjeu très important dans l'équipe nationale, quoi. On ne peut pas badiner avec le tir, on ne tire pas quand on a envie de tirer. Il y a des conditions qui amènent la prise de tir et le niveau d'agressivité et qui sont liées au process et qui sont liées au fait qu'à un moment donné, si on prend un tir, c'est parce qu'on sait évidemment qu'un certain nombre de conditions sont remplies pour que derrière, on ne soit pas mis à mal dans ce qui fait notre identité de jeu. Jérôme? Oui. Il nous reste malheureusement un petit quart d'heure. Merci, on a bien avancé sur les intentions, le process. Est-ce que tu pourrais avancer sur l'objectif majeur et les déclinaisons, voilà, juste pour qu'on puisse enchaîner sur ton objectif majeur et bien comprendre la mise en œuvre de tous ces process-là. Alors, je vais vraiment avancer évidemment et parler de l'objectif majeur pour bien comprendre l'intégralité du process. Donc, j'ai parlé tout à l'heure évidemment que l'identité de l'équipe nationale, en tous les cas que moi je coachais, que je manageais avec mon staff, était une identité qui était vraiment basée sur la défense et l'idée qu'on devait défendre à 5 contre 5 sur le demi-terrain. Alors pourquoi en fait? Pourquoi cette idée de vouloir défendre à 5 contre 5 sur le demi-terrain et pourquoi c'est vraiment important pour nous? Parce qu'en plus, évidemment, de renvoyer à notre identité et à nos points forts, parce que c'est là où on est le plus performant, c'est-à-dire la manière qu'on va avoir de manager la gestion des 1 contre 1. Il y a l'idée que, in fine, on va pouvoir être performant dans le contrôle du rebond.
Et cette idée de contrôle du rebond défensif, là j'entends, puisque c'est ça l'action la plus importante en fait dans le projet des défensifs que moi je souhaite mener avec l'ensemble de mon staff et des équipes que je coach, c'est être omnubilé par le contrôle du rebond défensif, parce que ce rebond défensif va ensuite amener le reste en fait. C'est le point de départ de ce qui va permettre à notre équipe de relancer le jeu, de traverser le terrain et d'avoir des situations de surnombre et de tir au pourcentage. Donc il s'agit véritablement de réfléchir en permanence à la manière dont on va pouvoir contrôler le rebond offensif. Comme je l'ai dit, évidemment, relancer le jeu, maîtriser le tempo, évidemment, et s'imposer psychologiquement. Je pense qu'une équipe qui défend bien, qui défend très très dur, à 5 contre 5 sur le demi-terrain, va écraser un peu les pourcentages d'adresse de l'adversaire, en tous les cas va les faire diminuer considérablement, et potentiellement va amener à des situations de rebond défensif. Et aujourd'hui, on le sait parce qu'on regarde les statistiques qui sont faites dans ce registre-là, et c'est valable pour quasiment toutes les équipes nationales, jeunes, seniors, filles, garçons. Bon, les équipes qui dominent outrageusement cet aspect du jeu sont les équipes qui performent et qui souvent font des gros résultats dans les compétitions internationales. Parce que évidemment, donc il s'agit de contrôler le rebond. Je vais revenir après sur la quantité de rebonds à contrôler et pourquoi cette quantité. Mais en tous les cas, cette idée de contrôler le rebond, elle est omniprésente et elle doit nous amener à réfléchir avec le staff sur comment faire pour le contrôler. Alors la première chose à faire, évidemment, c'est d'être en capacité, comme je l'ai dit tout à l'heure, de contrôler le jeu de traversée de terrain adverse. Parce que si vous ne contrôlez pas ce jeu de traversée de terrain, évidemment, vous ne pourrez pas, lorsque les tirs seront pris, être dans un jeu de box-out et d'écran de retard. Donc ça veut dire qu'il est indispensable, pour contrôler le rebond, d'amener le jeu le plus souvent possible sur du 5 contre 5 demi-terrain. La deuxième chose qui est fondamentale sur ce 5 contre 5 demi-terrain, c'est évidemment de limiter les aides défensives. C'est la raison pour laquelle la notion de placement, de déplacement et d'anticipation est fondamentale. Et d'attitude, évidemment. Parce que si vous avez une équipe qui n'est pas en attitude, qui n'a pas un placement de qualité, ne se déplace pas dans les bons espaces et dans les bons timings, à ce moment-là, vous passez votre temps à courir, vous passez votre temps à faire des close-out. Là encore, là, il y a une idée qui est importante dans l'organisation que je propose. Il faut limiter autant que faire se peut les close-out, car le jeu de close-out est un jeu qui fragilise le rebond. Et donc, pour limiter les close-out, il faut bien se placer, bien se replacer et anticiper un certain nombre de choses. Et donc, pour ça, bien communiquer, connaître le jeu, connaître les intentions de l'adversaire, pour ensuite, encore une fois, limiter évidemment tous ces déplacements parasites qui vont vous amener à courir plutôt qu'à être dans un jeu de box-out. Donc ça, c'est quelque chose qui pour moi est très très important. Bon, c'est la raison pour laquelle, si on doit rentrer dans des situations un peu spécifiques, sur la question du pick and roll, l'idée c'est de limiter toutes les notions d'edge, c'est-à-dire la notion d'edge, c'est cette notion d'aider reprendre, peu importe qu'on fasse step out, step slide, etc. À partir du moment où vous amenez de l'aide, vous prenez du retard. Et donc, la priorité pour moi dans le pick and roll, c'est déjà de défendre du 1 contre 1. Et là, je parle du défenseur, de la porteuse de balle, qui doit être très très dur, très 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 dur, pour limiter autant que faire se peut le niveau d'intervention du défenseur, du poseur d'écran. Et la deuxième chose, évidemment, c'est à partir du moment où on fait intervenir ce défenseur du poseur, il faut que son niveau d'intervention soit court dans le temps et dans l'espace pour que sa reprise soit courte. Donc ça veut dire qu'il faut être très précautionneux sur le niveau d'intervention de telle manière qu'à un moment donné, on rentre pas dans des courses de reprise d'aide. Certaines équipes ont des courses énormes et passent en fait leur temps à être dans un jeu de close-out. Et par rapport au process et à la méthodologie dont je parle, pour contrôler le rebond, il faut limiter en fait ces reprises d'aide le plus possible. Et donc ça veut dire travailler sur des collaborations spécifiques jusqu'au changement défensif, parce que de mon point de vue, il vaut mieux un changement défensif, même si on essaie de les limiter, parce que le changement défensif amène des mismatchs
qui fragilise évidemment le contrôle du rebond, mais qui les fragilise un petit peu moins quand même que les courses, avec reprise d'appui. Mais de la même manière, on essaye quand même également de limiter les mismatchs de telle façon qu'on puisse être dans le contrôle du rebond. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui beaucoup d'équipes font des changements défensifs, notamment en fin de possession. Moi aujourd'hui, en tant que coach, je m'interroge en fait sur le fait de systématiser à la fin de la possession le mismatch, parce que il amène quand même cette vraie difficulté autour du contrôle du rebond qui reste le point clé de l'organisation défensive. Merci Jérôme. Le temps avance. Je pense ça fera l'objet d'une deuxième intervention où tu rentreras un peu plus dans les déclinaisons opérationnelles liées à ton projet défensif. Je voulais revenir sur parce qu'il y a des questions qui sont intéressantes sur ton process, sur ta méthodo et sur ces choses-là. La première chose, le basket actuel laisse une part belle à l'aspect offensif des choses chez les joueurs, la prise de risque, le tir à 3 points, le 1 contre 1, voilà. Comment tu prends en compte ça dans la construction et dans l'animation de ces séances pour arriver à leur faire prendre conscience de l'importance de ce travail défensif? Alors, encore une fois, dans le basket féminin, parce que je parle du basket féminin, je pense que cette question-là, il faudrait aussi la poser à un spécialiste du basket masculin. Ce jeu très audacieux de prise de risque, même si il a véritablement évolué dans le basket féminin, et aujourd'hui on a des joueuses magnifiques comme Marine Johannes ou comme d'autres joueuses qui prennent des initiatives exceptionnelles. Mais ces joueuses, en fait, elles sont un peu marginales dans un dispositif collectif. Donc ça veut dire que il s'agit simplement que l'équipe accepte en fait ces prises d'initiative, ce jeu un peu audacieux. La vraie difficulté, c'est quand ce jeu audacieux est démultiplié dans l'équipe et qu'au lieu d'avoir une joueuse qui s'inscrit dans ce jeu-là, il y en a 10. Quand il y en a qu'une, en fait, il s'agit de faire prendre conscience au reste de l'équipe que cette joueuse-là, elle va être dans ce registre-là. Et donc, il faut que le reste de l'équipe puisse permettre à cette joueuse-là de rester dans son registre de jeu, mais tout en restant dans le process. C'est-à-dire qu'on sait que cette chose-là va prendre des risques. Et donc, ce niveau de prise de risque va être limité car anticipé par les autres. Et donc, ça veut dire que, si je reprends l'exemple de Marine Johannes, on sait qu'elle peut tirer inopinément dans le jeu de transition, sur le demi-terrain. Donc, ça veut dire que les autres joueuses doivent être vigilantes à cette sélection de tirs pour très vite s'inscrire dans le jeu de rebond offensif, etc., etc. Donc ça, c'est ma première réponse. Elle est liée au fait de s'adapter, mais à la marge, en fait. Et encore une fois, moi, dans la construction de mes équipes, je pense que le danger, c'est de n'avoir que des joueuses comme ça. Avoir 5 Marine Johannes, en tous les cas, en ce qui me concerne, ça ne pourrait pas me permettre de mettre en place le process dont je parle. Mais à partir du moment où il y en a une, je pense que c'est beaucoup plus facile de s'organiser. Après, l'autre question, et là, on va rebondir sur Marine, c'est évidemment qu'elle s'inscrit dans le registre défensif aussi derrière. Parce que la difficulté aussi, souvent pour ces joueuses-là, c'est d'avoir ce côté versatile, comme disent les anglo-saxons, mais en même temps être dans l'idée de on fait tous le sale boulot, quoi. Et c'est pas toujours évident, parce que ce jeu audacieux prend de l'énergie, prend beaucoup d'énergie, nécessite de la créativité, et la difficulté pour ces joueuses-là, c'est de s'inscrire évidemment dans un collectif défensif où tout le monde doit avoir du leadership défensif. Merci. La dernière question, elle sera, et tu as commencé à y répondre, aujourd'hui en équipe nationale, tu accordes, comme tu l'as dit, une grande importance au projet défensif. Est-ce que dans tes critères de sélection de joueuses, comment tu le prends en compte ? Évidemment, pour moi, c'est quelque chose de fondamental. Comme je l'ai dit, jamais je ferai l'économie de joueuses très talentueuses en attaque. Évidemment, même si ces joueuses-là ont des difficultés à s'inscrire dans le process dont je parle. Mais à côté de ces joueuses-là, il y a de fortes chances pour que l'équipe elle soit organisée autour de joueuses qui sont extrêmement engagées et investies et qui ont une vraie mentalité défensive. Parce qu'aujourd'hui on sait que c'est le point fort de nos équipes. Je prendrai juste deux exemples qui pour moi sont significatifs. J'ai eu le privilège de coacher la génération 94-95, des joueuses formidables dans ce registre-là.
qui étaient en capacité vraiment de défendre très très dur et qui ont fait des performances remarquables en se basant principalement sur des aspects défensifs, parce que on s'aperçoit qu'à l'arrivée offensivement, c'était très laborieux ce qui était proposé. Alors peut-être que c'était lié aussi au jeu proposé, hein, mais en tous les cas, dans l'expression individuelle, des joueuses en difficulté avec le scoring, mais par contre qui arrivaient à faire de grosses performances. Donc je pense qu'on peut faire des performances énormes en sélection ce type de joueuses-là. Et le deuxième exemple, c'est l'exemple le plus récent, l'été dernier avec les moins de 20. Cette génération a fait un parcours fabuleux avec une défense exceptionnelle aussi, un niveau défensif exceptionnel. Pour autant, il y avait dans l'équipe beaucoup de joueuses avec un fort registre défensif, quelques joueuses très très performantes sur le plan offensif. Et on arrive à faire des choses très intéressantes avec ces joueuses-là. Oui. Donc j'y accorde dans la sélection beaucoup d'intérêt. Oui. Merci Jérôme. L'heure vient de se terminer. Je te remercie pour l'ensemble des éléments que tu nous as partagés. C'était vraiment très enrichissant de connaître les concepts, la philosophie qui articulait ton projet défensif. On passera dans une deuxième partie, je pense, très prochainement sur la mise en œuvre, et on ira un peu plus loin sur la déclinaison du concept d'objectif majeur de contrôler le rebond. Donc je tenais vraiment à te remercier. Je tenais à vous remercier pour l'ensemble de vos questions que vous avez posées tout au long du live. Je vous invite à vous abonner à la page FEV Formation. Vous retrouverez ce live ainsi que le PowerPoint sur cette chaîne-là. Et on se retrouve mercredi prochain sur une thématique particulière avec les arbitres et Nicolas Maestre. C'est comment on peut gérer la relation avec les arbitres et comment surtout la thématique exacte, je m'excuse, je vais la reprendre, et comment on peut mieux communiquer avec les arbitres. Voilà. Donc vous retrouverez le lien et l'horaire rapidement. Merci beaucoup Jérôme, je te souhaite une agréable journée. Portez-vous bien. Merci beaucoup. Et à très bientôt. Merci beaucoup, au revoir.